comprends, dans mes mots à moi. Est-ce que ça se guérit facilement, l'hypotension? Je connais pas beaucoup de cas de guérison, mais ça se corrige et ça se traite. Comment? Oui. On contracte le vaisseau et la pression là-dedans va augmenter. Parce que vous rétrécissez Parce qu'on rétrécit le conduit. Ça, c'est une façon. Ou encore, où on augmente le volume. Si vous augmentez le volume de sang dans le même contenant, la pression va augmenter. Donc, vous donnez un peu de médicament pour contracter, vous donnez un autre médicament pour augmenter le volume, et vous essayez de donner le minimum de chaque médicament pour éviter les effets secondaires tout en restant efficace. Là, je sais que présentement, je dois prendre beaucoup de médicaments. J'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça. Mais ça a l'air d'être le prix qu'il faut payer. Puis bon, il faut que je porte des bas soutiens. Tu sais, il faut que tu fasses bien des compromis. Mais en même temps, pour pouvoir retrouver la vitalité que j'avais avant, je suis prête à tout. Le problème, c'est que dans le règne animal, il y a à peu près nous et couple de singes qu'on se tient debout la plupart du temps de la journée. L'homme, l'animal était fait pour marcher à quatre pattes. Oui. Nous avons pris une mauvaise habitude d'être debout. Je pense que maintenant, je pourrais plus perdre connaissance. D'ailleurs, ça doit faire 3 ans que j'ai pas perdu connaissance. Maintenant que les médicaments, ils ont raffiné un peu leur approche et tout, je pense que je suis assez solide. Ça risque pas de m'arriver. Est-ce que vous pensez qu'elle peut continuer sa carrière longtemps malgré ce problème de santé? Ah oui, je suis convaincu. Mais premièrement, elle est psychologiquement forte. Ça va très bien. Elle répond au traitement. Donc, je ne vois pas du tout en quoi que la maladie devrait, quoi que ce soit, modifier sa carrière. On l'espère que cette carrière va se prolonger, va se poursuivre longtemps après quelques temps de repos pour Mme Lamarche. Maintenant, il y a 3 semaines, vous vous souvenez probablement, on l'a reçu ici même à l'émission et vous pouviez lui parler en direct. Les gens, vous étiez d'ailleurs très enthousiasmés de lui parler. Certaines personnes le faisaient avec beaucoup d'émotion. Et la question de la santé est revenue évidemment au cours de cette émission. Voici comment il répondait au sujet de la santé. Comment était son état de santé il y a 3 semaines à cette question-là. Comment va votre santé? Ça va bien. Oui? Ça va bien. Je pense que le médecin a trouvé le bon équilibre dans les médicaments, parce que je ne me cache pas cette réalité-là. Je vais sans doute devoir en prendre jusqu'à la fin de mes jours. Mais depuis 6 mois, ça se passe bien et je suis enchantée de ça. Je l'ai gagné. Oui, de Chicoutimi à Fleuret. Voilà, c'est la façon dont ça se passait il y a 3 semaines. Donc, tout à l'heure, dans le bulletin de nouvelles, on va faire le point sur l'état de santé de Claire Lamarche. Que risque-t-il de se passer maintenant avec ce débat des chefs? Est-ce qu'il peut y avoir une reprise? Et nous aurons Régent Léveillé qui fera le point avec nous là-dessus. Et plus tard dans l'émission, après le bulletin de nouvelles, nous recevrons Jean-Marc Léger de la firme Léger, le sondeur, qui nous expliquera, après le débat d'hier, est-ce qu'il peut y avoir une influence sur l'électorat, même si le débat a été coupé abruptement. Jean-Marc Léger, donc, sera avec nous. Par la suite, nous vous proposons une visite peu commune. On va se rendre au stade olympique quelques minutes seulement avant qu'il ne commence un match de baseball. Parce que les Expos jouent cet après-midi. Roger Brulotte nous fera une petite visite de choses qu'on ne voit pas nécessairement, même lorsqu'on est au stade, quand on prépare une partie de baseball. Et puis on terminera l'émission avec une autre visite, celle-là au centre-ville, à la Place des Arts, où se tient ce midi même la conférence de presse qui annonce les événements entourant la Fête nationale du Québec qui a lieu, comme à chaque année, le 24 juin. Alors, qui va présider le spectacle? Qu'est-ce qu'on fait exactement comme organisation? Ce sont les grandes lignes de la Fête nationale, l'organisation de la fête, qui sont dévoilées ce midi. Pauline Martin sera là, J.C. Lauzon également, en toute fin d'émission, pour nous faire part de ces annonces qui... On s'attend même à ce qu'elle puisse quitter le centre hospitalier dans un avenir très proche, c'est-à-dire demain, peut-être même en fin de journée aujourd'hui, mais ça reste bien sûr à être confirmé. Mais on va revenir avec l'inaudible, si vous le voulez, sur cette fin dramatique du débat d'hier soir. On peut peut-être interrompre, là, Il y a un médecin dans la salle. La chose a pris tout le monde par surprise et il a fallu un certain temps avant que tous réagissent. S'est penchée sur la gauche et j'ai cru qu'elle avait fait tomber quelque chose au premier abord et elle s'est affaissée très très lentement. Et donc après elle a perdu connaissance et fort heureusement il y avait un cardiologue dans la salle. Le médecin était donc là par hasard. Les pompiers, eux, sont arrivés presque tout de suite. L'ambulance, elle, 5 minutes plus tard. Entre-temps, on a décidé de mettre fin au débat.
Quelques heures avant le débat, Claire Lamarche était en pleine forme. Plus l'événement approche, évidemment, la nervosité augmente, mais j'ai l'impression que dès les premières minutes de l'émission, là, ça va se passer. Sa condition, une hypotension, elle la traite depuis 15 ans, sans problème majeur. Claire Lamarche a été conduite ici, à l'hôpital général d'Ottawa. Elle a passé la nuit sous observation. Elle va bien. Maintenant, on se demande si on va reprendre le débat des chefs. Il y a une conférence téléphonique aujourd'hui, et puis il y aura une communication officielle cet après-midi. Il y avait quand même 2 heures des 2h30 du débat qui était entamé. Et bon, il y aura une communication officielle au cours de l'après-midi. En fait, hier soir, tout de suite après l'incident, les porte-paroles des réseaux de télévision doutaient qu'on puisse reprendre le débat avant les élections. Malgré la gravité de son état, je me dis c'est quand même la décision de tous les francophones du pays qui ne pourront pas nécessairement se déterminer ce soir et ça ne change rien pour elle. La frustration de cet auditeur est sûrement partagée par les chefs qui n'ont pas pu s'affronter sur la question essentielle au Québec, l'unité nationale. Lina Dib, TVA, Ottawa. Oui, c'est bel et bien ça. Hein. Exactement. C'est vraiment ce qu'on se pose à part comme question sur l'état de santé de Mme Lamarche. C'est bien sûr qu'est-ce qui va arriver au niveau politique, au niveau du débat. Et est-ce que les chefs vont bel et bien se retrouver à nouveau d'ici la fin de la campagne? Est-ce qu'ils trouveront le temps? Est-ce qu'ils vont vouloir trouver le temps aussi? Est-ce qu'il y a une amorce de réponse? Est-ce qu'on va demander à Paul Darroch? Bonjour, Paul. Bonjour, Régent. Écoutez, évidemment, ça a frustré bien des gens, surtout 2 des 3 principaux joueurs sur la glace, Gilles Duceppe, évidemment, et Jean Charest, qui espérait marquer des points dans ce débat-là. Ce matin, à Ottawa, Jean Charest a tenté de relancer la partie qui s'est terminée à la fin de la 2e période. Il n'y a pas eu de 3e période, donc. Il demande donc, lui, un débat plus léger, 1 heure maximum, où on ne discuterait que de la question du Québec et de l'unité nationale. On peut, si vous voulez, entendre M. Charest. On écoute. Dans le contexte de cette campagne, alors qu'il reste plusieurs jours, je pense que ce serait utile pour la population canadienne qu'on puisse reprendre le débat. On peut prendre une formule allégée d'1 heure avec ou sans public, peu importe. Moi, je suis très, très ouvert à n'importe quelle formule, mais puisque c'est un enjeu extrêmement important pour nous et notre avenir, je pense que ce serait important de reprendre le débat et je suis prêt à le faire, moi. Donc, M. Charest est prêt à le faire. Les autres, est-ce qu'on a d'autres réponses? Gilles Duceppe, dans quelques instants, en tournée à Joliette, évidemment, va réclamer lui aussi la reprise de ce débat-là. Mais aujourd'hui, Jean Chrétien, lui, ce matin, est en tournée dans la région de Toronto. Il n'a pas dit non formellement, mais ça veut dire à peu près ça. Jean Chrétien dit que la question, et je le cite, a été discutée ad nauseam au Québec et que là, il est temps de passer à autre chose. Écoutons ce qu'avait à dire le premier ministre là-dessus. On l'écoute. Il y en a un ce soir en anglais. On l'a fait en anglais, le débat là-dessus. Je réponds à vos questions. Alors, on a une campagne électorale. S'il y a un processus pour les débats qui doit être suivi, je l'ai toujours suivi. Et puis, il faut aller vers les gens. Et les gens ont eu la chance et je sais très bien que vous allez reporter la question. Alors, c'est non? C'est non, mais Donc, on ne saura pas nécessairement, mais sauf que cet après-midi, il y a une réunion avec les télédiffuseurs, quand même, membres du consortium. C'est ça, il y a eu une conférence téléphonique qui, probablement, d'ici la fin de la journée, on aura une réponse définitive et finale. De son côté. Et Jean Lapierre, qu'on va recevoir dans quelques instants, disait hier soir qu'il fallait vraiment aimer la politique pour rester jusqu'à la fin. En fait, il y a eu un moment un petit peu plus collectif, je dirais, c'est lorsque M. Chrétien s'est moqué de l'attitude du Bloc québécois. On va l'écouter. Avec M. Duceppe, c'est toujours la faute du fédéral. C'est toujours la faute du fédéral. Il y a des chiffres, là. La semaine passée, j'ai eu la surprise de ma vie avec quelque chose qui n'était pas la faute du fédéral. C'est que le chauffeur d'autobus s'est trompé en suivant les directives de M. Duceppe. Et là, il l'a mis dehors. C'est la seule fois que c'est pas la faute du fédéral. Et il y a Jean Charest aussi qui s'est fait piéger quand il a voulu critiquer, lui, les querelles entre le Bloc et les libéraux. Il est devenu, en quelque sorte, l'arroseur arrosé. Non, j'aime pas interrompre les chicanes entre les libéraux et le Bloc. Vous êtes, c'est tellement à leurs habitudes. Sauf, je peux-tu me permettre à ce moment-ci, dans le débat, de proposer... J'ai pas l'impression d'avoir manqué grand-chose. Non, On vous a pas manqué non plus. Personne s'est ennuyé. Si vous me permettez, j'aimerais parler plutôt de quelque chose de positif. Ça, c'est le genre de commentaires et d'échanges, Jean Lapierre, que vous avez beaucoup, mais il n'y en a pas eu vraiment beaucoup hier, cependant. Ils n'ont pas assez, j'ai l'impression, pour garder l'attention du public jusqu'à la fin de la soirée. Cependant, il y a eu quelques
quelques passes intéressantes et quelques clips, comme on pourrait dire, que M. Chrétien a réussi à passer. Il n'y a pas eu de troisième période comme telle, ce qu'on disait tantôt avec Paul. Et ça, c'est important quand même qu'il y en ait une. C'est important qu'il y en ait une, mais je pense que si j'étais Jean Chrétien aujourd'hui, je ferais tout pour m'assurer que les débats, c'est fini. Là. Écoutez, il y a 3 semaines de campagne, ça devra se faire dans le public. Chacun devra mener sa propre campagne et je ne crois pas du tout à la possibilité d'un 3e débat. Vous ne croyez pas à ça, mais ça prend des éléments quand même pour des candidats comme Jean Charest, comme Gilles Duceppe. Ce qui s'est passé hier, j'ai l'impression que c'est pas suffisant pour eux autres. Pour relancer, on va tout le moins fouetter l'ardeur des troupes. C'est clair, maintenant, c'est leur responsabilité de relancer leur campagne. Par exemple, Gilles Duceppe, qui a eu la note de passage au débat, devra maintenant trouver une manière de faire quelque chose d'assez dramatique pour donner du momentum à sa campagne. Moi, je pense à un grand ralliement où il pourrait réunir toutes les forces vives du mouvement souverainiste, parce que jusqu'à présent, on a vu une division totale chez les souverainistes, les purs, les durs, les mous, les moins durs. Là, je pense qu'il y a besoin d'un grand spectacle pour relancer et son leadership et sa campagne électorale. Oui, parce que même en début de semaine, ils étaient chacun de leur côté à Montréal. D'ailleurs, c'était même pas ensemble qu'ils étaient du côté des leaders souverainistes. Pour M. Chrétien au Québec, est-ce que c'est suffisant ce qui s'est passé hier? Pour M. Chrétien, c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas lui arriver. Je pense que Claire Lamarche ne pouvait pas avoir meilleur timing pour M. Chrétien. C'est la question la plus embarrassante de la soirée. Et lui, maintenant, voudra faire sa campagne clopi-clopant en s'assurant qu'il n'a pas à revenir sur les questions qui ont été discutées là-bas. Lui, maintenant, ses candidats doivent faire leur travail et il doit espérer que Jean Charest continue à travailler pour lui. Mais il y a un thème hier qui nous a échappé quand même. Lorsqu'on pense au taux de sans-emploi au pays, lorsqu'on regarde le nombre de personnes qu'on connaît qui sont sans emploi, qui espèrent quelque chose, ce débat-là hier n'a rien donné. Non, sauf que même 10 heures de débat n'auraient rien changé parce qu'on aurait eu encore une tornade de statistiques, de chiffres et tout ça. Et finalement, une chatte aurait perdu ses chats hier soir au niveau de l'emploi. Cependant, c'est ça la forme de débat. Je pense qu'il y a probablement trop de spécialistes en communication autour des chefs parce que ça a manqué de spontanéité. Ouais. Donc, d'ici la fin de la campagne, vous êtes chacun des chefs. On va commencer par Jean Chrétien. Vous faites quoi? Ben, je pense que Jean Chrétien, lui, doit continuer. Il a évité les plures de bananes. Maintenant, il doit venir dans des environnements contrôlés au Québec et jouer la carte du premier ministre et du pouvoir. Lui, il doit dire aux Québécois, si vous voulez être du bon bord, votez pour moi. Et voilà, merci beaucoup, Jean Lapierre. Au revoir. Nous continuerons à parler du débat après le bulletin de nouvelles avec Jean-Marc Léger de Léger. Maintenant, l'agenda des chefs pour aujourd'hui, Régent? Bon, ben Jean Chrétien, lui, il est en Ontario. Il y a Gilles Duceppe qui revient au Québec. Jean Charest qui voyagera entre l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Preston Manning qui va se déplacer entre l'Ontario et le Québec. Et Mme Alexa McDonough qui commence sa journée, elle aussi, en Ontario et s'en va finalement dans son... La Sûreté du Québec poursuit l'enquête depuis hier après-midi. On a confirmé l'identité de l'homme qui a été tué, Vital Pelletier, 45 ans. Un homme qui avait de très légers antécédents judiciaires, mais rien en matière de vol qualifié. Son complice, Yves Saint-Laurent, lui, était connu des policiers, notamment parce qu'il était en liberté illégale depuis 1993. Il repose toujours à l'hôpital. Et avec moi, Pierre Robichaud de la Sûreté du Québec. Monsieur Robichaud, on a appris notamment que Pelletier, le complice Saint-Laurent a été blessé au dos. Il a reçu des projectiles au dos. Selon les détails que nous avons présentement, les médecins ont soigné le monsieur qui est blessé. Et présentement, ce qu'on a, c'est qu'il aurait été atteint de 4 projectiles au niveau du dos et du bas du dos. Combien de projectiles ont été tirés par les policiers? Au total, présentement, l'enquête semble nous démontrer qu'il y a eu 17 projectiles de tirés, 17 projectiles d'armes à feu de tirés, et 3 armes à feu auraient été utilisées pour tirer ces 17 projectiles-là. Est-ce que l'on sait maintenant avec certitude si les suspects ont ouvert le feu ou encore ont menacé les policiers avec leur arme? Écoutez, c'est pas encore déterminé à 100 %, mais pour l'instant, au moment où on se parle, l'enquête détermine qu'on n'a absolument rien pour l'instant qui peut nous laisser croire que les suspects aient fait feu en direction des policiers ou aient pointé l'arme. Est-ce que l'on sait si les policiers ont lancé un avertissement au suspect avant d'ouvrir un feu nourri? Non, pour l'instant, j'ai pas ces détails-là. Ça fait partie de l'enquête. Nous avons encore des gens rencontrés là-dedans et tout ça, donc j'ai pas encore ces détails-là. On ne sait pas dans quelle partie du corps Vital Pelletier qui est mort a été abattu. Il faudra attendre le résultat d'autopsie, j'imagine. C'est exact. Il va falloir attendre le résultat d'autopsie car on n'a pas touché, personne n'a touché au corps. Il a été amené tel quel au centre médico-légal, donc il va falloir attendre le résultat d'autopsie.
Merci, M. Robichaud. Voilà, Régent, et certainement, notamment, que le fait que l'homme qui a été blessé a été tiré au dos, ça va susciter plusieurs questions chez les policiers. Rappelons la procédure. La Sûreté du Québec mène l'enquête et ensuite on soumet le dossier à un procureur de la Couronne qui, lui, décide s'il y a matière à accusation. En fait, il y a plusieurs réponses à apporter. Merci, Gaëtan. Au revoir. Au revoir. Au niveau international, vous nous parlez d'une vieille citoyenne britannique qui est honorée. Oui, un petit peu pour alléger la fin de ce bulletin-là, justement. Ouais. Écoutez, c'est mieux vaut tard que jamais. C'est vraiment ça. Mme Molly Maxwell qui a fêté hier son 104e anniversaire et l'obtention de licence passée à l'Université de Cambridge 80 ans plus tôt. Elle était étudiante pendant la Première Guerre mondiale, mais à cette époque, Benoît, l'université ne délivrait que des certificats aux garçons. On tombe le beurre en beurre noir très souvent. Et ça a été un voyage qui a précédé celui d'Atlantis pour Stéphane Ouellette dans l'orbite. Et il a été envoyé au tapis 2 fois au 3e round par un certain Maurice Rocket Adams, un Américain. Voici, avait-il l'air groggy ou quoi? Oui. C'était pas le... Ah ouais, là, c'était pas le temps de lui demander. 82, monsieur, par 24, moins 36. Là, la réponse aurait été difficile à avoir. Mais quoi qu'il en soit, il est revenu très fort, le Jonquiérois. N'oublions pas qu'il est 2e au classement de la WBC dans la catégorie des poids moyens. Alors, il a pris le coup, et comme c'est un homme doté d'un cœur extraordinaire, à la 5e reprise, il a fait son affaire à l'ami Adams, qui est tombé une première fois dans les câbles, se relèvera. Stéphane qui s'en va dans le coin neutre. Et par la suite, Stéphane va mettre un terme à ce combat. C'est-à-dire, l'arbitre va dire, hey, c'en est assez, c'en est assez. C'est ce qu'on appelle un KOT, victoire à l'arraché, et c'est le cas de le dire. Et du côté du basketball, hier, le Heat de Miami jouait contre les Knicks de New York qui menaient. Regardez bien, il y a un joueur, P.J. Brown, du Miami, qui est en train de faire une espèce de tour de manège de la ronde à un joueur. Les deux équipes se détestent. En en point douter, les spectateurs qui aspergent de toutes sortes de débris l'équipe américain Morris Adams. Ouellette risque d'être quelque peu rouillé, puisqu'il livre son premier combat en 6 mois. Après 2 rounds partagés, Morris Adams ouvre la machine au 3e assaut. Il surprend le Jonquiérois avec une droite à la tempe. Ouellette est sérieusement ébranlé. Il est complètement sonné, mais il décide de continuer quand même. À peine 20 secondes plus tard, Ouellette se retrouve encore dans l'eau chaude. La droite d'Adams l'envoie au tapis pour la 2e fois de la soirée. Ouellette est sur le point d'abandonner, mais la cloche vient le sauver. Le 3e round prend fin. Le Québécois reprend ses sens et attaque avec une détermination peu commune au 5e assaut. Il va de 2 solides droites au visage et à son tour, Adams est victime d'un compte de 8. À l'instar de Ouellette, l'Américain décide de poursuivre l'affrontement, mais immédiatement, Ouellette le martèle de coups. Le Jonquiérois l'emporte par KO technique. Toute une victoire pour Stéphane Ouellette. Et plus tôt dans la soirée, Hercules Kivelos, l'Olympien des Jeux d'Atlanta, a effectué ses débuts chez les professionnels. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Montréalais est impressionnant. Opposé au Manitobain Ryan Jones, Kivelos ne perd pas de temps. Dès la 2e minute du premier assaut, son premier direct de la droite envoie Jones dans un monde meilleur. Kivelos l'emporte par KO technique, des débuts vraiment fracassants. Sauf qu'il n'y a pas eu le choix de me mettre dedans, parce que je savais qu'il avait été le gars, il savait ce qu'il avait fait, il avait l'excellence force de frappe. Sauf que la condition physique, après la rapidité a eu le dessus, sauf que puis les hommes de coin, c'est ça le truc, parce qu'ils vont, la gang a une dame moitié quoi à faire, puis ça s'est bien déroulé, parce que j'étais mal pris. Il fallait que j'en vienne tout de suite au plus vite, puis c'est juste ce qu'il a fait. C'est ça. Puis j'ai été branlé, je me suis toujours relevé, puis la dernière fois, je me suis relevé, puis je suis capable de continuer le combat quand même. Condition physique. Je m'attendais que... moi, mon game plan, c'était de devenir un peu slow, là, commencer un peu moins rapide, puis attendre l'opportunité, là, puis ouvrir vers la fin de la première, puis le 2e round. Mais il m'a donné l'opportunité plus tôt que je pensais, donc je l'ai pris l'opportunité et j'ai pas saisi le laisser-aller. À la Coupe Memorial, fort de leur victoire spectaculaire sur les Olympiques de Hull, les Hurricanes de Lethbridge pouvaient s'assurer une place en finale du tournoi alors qu'ils affrontaient les Generals d'Oshawa. Et les Generals surprennent les Hurricanes en frappant rapidement. Kevin Cawley profite d'un mauvais changement de trio pour battre Blaine Russell d'un tir frappé. C'est 1-0. Puis Jason Fouetteux accepte une belle passe avant de s'échapper. Il faufile ensuite le disque entre les jambières du gardien de Lethbridge. C'est déjà 2-0 Oshawa. Présent au match, Pierre Gauthier et André Savaille surveillent les faits et gestes de leur premier choix en 1996, Chris Phillips des Hurricanes. Vraiment rien pour écrire à sa mère en 2e période. Une des bonnes chances de marquer appartient à Lethbridge, mais David Arsenault veille au grain.
Après 40 minutes de jeu, c'est toujours 2-0 Oshawa. Les Hurricanes marquent un premier but en troisième période. Bryce Salvador tire dans l'enclave. En déséquilibre, David Arsenault ne peut bloquer le lancer. L'écart est réduit de moitié. La formation de Lethbridge retire son gardien en fin de match à la faveur d'un 6e attaquant. Mais les Generals résistent et l'emportent. David Arsenault a repoussé 28 des 29 lancés dirigés vers lui. Oshawa et Lethbridge terminent donc avec un dossier de 2 gains et 1 revers. Ce qui veut dire qu'au classement de ce tournoi, les Generals occupent le premier rang. Si les Olympiques l'emportent face aux Saguenayens ce soir, ils passeront devant Oshawa et seront assurés d'une participation à la finale. Par contre, avec une victoire des Saguenayens ce soir, on devra disputer un match suicide entre les deux formations du Québec. Et chez les Olympiques de Hull, on se prépare justement pour le dernier match du tournoi à la ronde qui sera présenté en direct sur nos ondes à 19h30. Les Olympiques affronteront alors les Saguenayens de Chicoutimi. Et à la suite de la déconfiture de mardi contre Lethbridge, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Christian Bronsard ou Martin Biron, qui sera devant le filet? Le dernier départ de Biron remonte au 28 avril et ce dernier n'avait pas été convaincant. C'était lors du 4e match de la finale entre Chicoutimi et Biron avait été retiré du match en deuxième période. Pour le reste, les Olympiques ont travaillé à oublier le cauchemar de la veille. L'aspect positif qu'on voit dans ce match, c'est qu'il ne s'agissait pas de la finale. Oui, c'est un cauchemar. Puis deuxièmement, je pense que c'est de se regrouper, peut-être oublier ce qui s'est passé, puis sortir le positif de ça. Le positif de ça s'appelle que si ça aurait été le match final de la Coupe Mémorial, on ne pourrait jamais rebondir. Là, on a une chance de rebondir, c'est le point positif que je retiens d'hier. C'est fini là, la game d'hier est passée. Ça fait du bien d'avoir un bon entraînement pour sortir ça du corps. Puis à partir de maintenant, ça va être à moi de prouver que je suis capable de faire. Puis je suis prêt, je suis confiant. C'est reparti, là, c'est fini. J'ai aucune idée. Claude, il peut faire confiance à moi ou à Christian. C'est dans son idée de nous dire juste à soir avant de se coucher ou demain matin. Fait qu'on sera pas dans ça. T'es prêt, toi? Moi, j'ai tout le temps été prêt là, depuis le début des séries, là, qui fait confiance à moi et à Christian. Puis en arrivant à la Coupe Mémorial, on en avait parlé. Puis on pouvait faire aller un comme l'autre. Puis moi, je suis prêt tout le temps. Et parlant de hockey junior, on serait tout près d'une entente entre les frères Morissette et l'ancien président des Mooseheads de Halifax, Harold Mackey, pour la vente des Prédateurs de Granby. Une franchise à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Alors là, la prochaine étape va être que Granby nous fasse part de ce dossier-là lorsqu'il sera finalisé, pour que par la suite, le comité d'expansion fasse le travail qu'on doit faire et faire une recommandation par la suite au bureau des gouverneurs. À Québec, Jean Pronovo des Rafales n'a pas caché qu'il était intéressé au poste d'entraîneur-chef du Canadien. Et Régent Houle a manifesté lui aussi de l'intérêt envers Pronovo, puisqu'il l'a contacté pour une éventuelle rencontre. Par ailleurs, les dirigeants des Rafales ont rencontré la presse pour faire le bilan de la première saison de l'équipe. Il y a certains porte-couleurs des Rafales qui ont spécifié qu'ils allaient prendre du recul avant de confirmer si oui ou non ils seraient de retour l'an prochain. C'est entre autres le cas de Jason Roth, qui aime bien la ville de Québec, mais pas le régime fiscal en vigueur au Canada. D'autres joueurs étudient présentement des offres d'équipes européennes. Un été occupé, donc, qui attend le directeur gérant des Rafales, Joe Bocchino. That is a statistic that blows my mind. When we lost a ton of games and got booed, and when we won and did well and set all kind of records, there was the same amount of crowd. So to have a name player come in this building and paying a lot of money and having a player that's going to come and give you 100% and pay the price is the same to me. And that's how we're looking at it. Pour l'instant, j'ai pas encore déterminé où c'est que je vais être l'année prochaine. Longtemps. Quoi que ce soit par la tête. C'est un compliment, ça, ou une bêtise? Combien de fois va-t-il falloir que je vous le dise? Le lait, ça va dans le frigidaire. Puis la crème glacée, ça va dans le freezer. Êtes-vous sûr, là? Êtes-vous sûr que c'est pas le contraire? Je vais